Et si on se penchait sur une histoire de nom volé? Aujourd'hui, on va explorer le parcours assez fou du nom russe à travers les siècles. Et c'est un récit qui risque bien de bousculer quelques idées reçues. Alors, on commence direct avec la question qui sème la confusion. De la russe et russe, est-ce que c'est la même chose? On serait tenté de dire oui, hein? Eh bien, la réponse est non. Et c'est justement là que tout commence. En ukrainien, en fait, il n'y a aucune ambiguïté. Ruské, ça désigne ce qui vient de la russe de Kiev. Rossiyské, ça, c'est pour la Russie de Moscou. Il y a d'ailleurs un vestige assez génial de ça en Pologne, les pyroi ruskie. En réalité, ce sont des vareniki ukrainiens. Le plat a gardé dans son nom le sens originel du mot russe. Fascinant, non? Bon, pour vraiment piger cette différence, il faut remonter à la source. D'où est-ce qu'il sort, à l'origine, ce nom de russe? Alors, si on en croit la chronique la plus importante de l'époque, la chronique des temps passés, russe, ce n'était pas du tout un nom de tribu slave. C'était le nom d'un clan de Varegs, des Scandinaves quoi, de la même manière qu'on parlait des Suédois ou des Normands. Ce sont eux que les tribus slaves locales ont appelés à la rescousse pour mettre de l'ordre et fonder un État. Et cet État, fondé donc par les Varegs, eh bien, il n'a pas mis longtemps à devenir une vraie puissance européenne. On entre alors dans ce qu'on appelle l'âge d'or de Kiev. Les dirigeants de Kiev ont bâti un État hyper sophistiqué pour l'époque. Prenez Volodymyr, il christianise le royaume et choisit le trizoub, qui est encore aujourd'hui le blason de l'Ukraine. Ou son fils Yaroslav. Non seulement il crée le premier code de loi, la Ruska Pravda, mais il marie ses enfants aux familles royales de France, de Norvège, de Hongrie. Bref, la Russe de Kiev, c'était en plein dans le game européen. Mais voilà, pendant que Kiev rayonne, un tournant se prépare. Loin, très loin au nord-est, dans des forêts un peu paumées, une autre identité commence à se former, bien à part du cœur de la Russe. Regardez cette date, 1147. C'est la toute première fois qu'on entend parler de Moscou dans les textes. Kiev est déjà à son apogée depuis longtemps, et Moscou, eh bien, ce n'est qu'un petit village dans une région que les chroniques appelaient Zalessie, ce qui veut dire au-delà des forêts. Ça situe bien le truc. Et cette perception, on la retrouve noir sur blanc dans les écrits de l'époque. Les chroniqueurs eux-mêmes faisaient la différence. Quand quelqu'un allait de Kiev vers le nord, on écrivait qu'il quittait la Russe. Et quand il revenait, il retournait en Russe. C'est clair pour eux, les terres du Nord, ce n'était tout simplement pas la Russe. Et la rupture, elle n'a pas été douce. Elle a été d'une violence inouïe. En 1169, un prince du Nord, Andreï Bogolyubski, c'est un truc impensable. Il ne vient pas pour conquérir Kiev et y régner, non. Il vient pour la raser. Les chroniques parlent d'un pillage et d'une destruction sans précédent. C'est la rupture totale, symbolique et définitive. Et puis, il y a l'invasion mongole. À partir de là, les chemins de la Russe historique et de cet avant-poste du Nord, la Moscovie, vont s'écarter de manière encore plus radicale. La stratégie politique de Moscou, elle a été très pragmatique. Plutôt que de résister aux Mongols, des princes comme Ivan Kalita ont collaboré. Ils sont devenus les collecteurs d'impôts officiels de la Horde d'Or et ils ont utilisé ce pouvoir pour s'enrichir et écraser leurs rivaux, toujours avec la bénédiction du Khan, bien sûr. Et cette collaboration, elle a laissé une marque profonde. Énormément d'éléments culturels et politiques de la Moscovie viennent en fait directement de la Horde d'Or. Le mot pour l'argent, denji, est tatar, l'aigle à deux têtes, un symbole clé, vient des pièces de la Horde, et le plus fou, c'est la couronne sacrée des tsars, le chapeau de Monomakh. On a longtemps dit qu'elle venait de Kiev, mais en réalité, c'était un cadeau d'un Khan tatar. Et on arrive maintenant au climax de cette histoire, le moment où la Moscovie va s'approprier officiellement le nom et avec lui tout l'héritage de la Russe. 1621. Une seule date, mais une date qui va complètement redessiner la carte historique de l'Europe pour les siècles à venir. En 1721, le tsar Pierre le Grand, par un simple décret, change le nom de son pays. Fini la Moscovie, bonjour l'Empire russe. C'était un coup de communication politique absolument génial. En prenant une version grécisée du nom russe, il s'appropriait d'un coup tout le prestige, toute l'histoire de la Russe de Kiev. Il se donnait une légitimité européenne bien plus ancienne que celle de la Moscovie. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'il est advenu du véritable héritage de la Russie? Est-ce qu'il a tout simplement disparu? Eh bien non. Pas du tout, il a continué sa route et les observateurs de l'époque, eux, ne s'y sont pas trompés. L'héritage de Kiev a survécu, tout simplement. Le centre de gravité politique s'est juste déplacé vers l'ouest, dans le royaume de Galicie-Volhynie, qui a même été officiellement couronné par le pape sous le nom de royaume de Russe. Et plus tard, dans le grand-duché de Lituanie, la langue, les lois, la culture de l'ancienne Russe sont restées bien vivantes. La continuité est directe, et les sources étrangères sont très claires là-dessus.
Au XIIIe siècle, un voyageur comme Guillaume de Rubruck, il identifie la Russe comme étant en gros le territoire de l'Ukraine actuelle, bien distinct des terres du Nord qui allaient devenir la Moscovie. Même des penseurs comme Karl Marx, bien plus tard, ont fait cette distinction très nette. Pour lui, l'origine de la Moscovie, c'est l'esclavage mongol, alors que celle de la Russe de Kiev, c'est la gloire de l'ère normande, c'est-à-dire Vareg, deux mondes. Finalement, les symboles de base d'un État ne mentent pas. D'un côté, Kiev, le trizoub, la grivnia, tout ça c'est un lien direct entre l'Ukraine d'aujourd'hui et la Russe de Kiev. De l'autre, Moscou, l'aigle à deux têtes, le dengi, ça raconte une autre histoire, celle de la Moscovie et de son héritage de la Horde. Et le nom Ukraine, dans tout ça, il apparaît très tôt, dès 1887. Et contrairement à une idée fausse qui a la vie dure, ça ne veut pas dire frontière. Ça vient du mot kraï, qui signifie pays, terre. C'est juste devenu le nouveau nom du peuple et du territoire de l'ancienne Russe, un peu comme la Gaule est devenue la France, tout simplement. C'est sans doute le grand historien ukrainien, Mikhailo Reshevsky, qui a le mieux résumé toute cette longue histoire, avec cette phrase, aussi simple que puissante, « Nous sommes un peuple dont le nom a été volé ». Ce qui nous laisse avec une dernière question. Au-delà des faits historiques, quel est l'impact, concrètement, quand une nation s'approprie le nom et l'histoire d'une autre ? C'est une réflexion qui nous amène à parler du pouvoir des récits et de la façon dont ils façonnent non seulement notre vision du passé, mais aussi notre présent et notre futur.